Lâche-toi. Bien. Attends. Bonjour Désiré. Ah, les Bonjour, anciens. Monsieur. Bonjour les 40e. Eh ben, dis donc. Merci. Merci. Des souvenirs. Je suis né à Port-Bail, le 23 octobre 26, dans la rue des Calouins. Pourquoi la rue des Calouins? Parce que le port de Port-Bail s'appelle la Caillouerie. Je vivais là avec ma mère et mes frères. J'avais 4 frères et 3 sœurs. On était très heureux. Mon père, qui était boulanger, il avait un cheval pour les tourner dans les campagnes. Et le jeudi, il m'emmenait avec lui dans la carriole. Il avait une grosse trompette sur le côté. Et quand on arrivait dans les cours des fermes, j'appuyais sur la trompette pour que les clients viennent chercher le pain. Dans les années 20 à Port-Bail, la vie était complètement différente puisque c'était une petite commune de bord de mer à vocation agricole et pêche, avec d'ailleurs les quais de Calouins, puisque là-bas on voit encore les vestiges, c'était les cales. Les bateaux ne s'arrêtaient pas au port tel qu'il existe actuellement, mais allaient directement s'amarrer à cet endroit-là. Désiré se fait appeler le gars des Calouins, et en effet, c'est le petit gars des Calouins, parce que d'abord, il est né rue des Calouins, et la rue des Calouins a un accès directement sur cet endroit. J'ai 7 ans. Nous vivons 3 drames en quelques semaines. La mort de papa d'abord, d'une pneumonie, puis celle de 2 de mes petits frères. Marcel est écrasé par une charrette, Alain nous quitte dès la naissance. Nous sommes alors sans ressources. Mais maman ne ménage pas ses efforts pour que nous restions tous en bonne santé. Lessive, petits travaux, plumage de volaille chez les gens. Désormais, chaque sou compte. Moi, l'aîné des garçons, je me sens maintenant responsable de famille. Mais je reste un enfant impulsif, dissipé, aventurier. J'aime gambader dans les dunes de sable avec mes frères et les copains. Je suis souvent puni à l'école. Malgré tout, grâce à l'attention de Monsieur Arras, l'instituteur, je vais obtenir mon certificat d'études. J'avais 12 ans et demi, 13 ans. Il y a eu la déclaration de guerre, bien entendu. Et puis les militaires, les chevaux qui étaient réquisitionnés, enfin ça remuait à Port-Bail, hein. Français, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Un soir, ma mère me réveille, elle me dit, tu sais Dédé, parce qu'il m'appelait Dédé, hein, elle me dit, on entend des bruits de canon. Alors,
On se lève, on écoute, et on entendait des bruits de mitrailleuses. C'était les troupes à Rommel qui arrivaient sur Port-Bail. À Port-Bail, dès le 18 juin, les Allemands étaient arrivés. Donc ça a été assez rapide, puisque le 18 juin 1940, c'était l'appel du général de Gaulle. Et puis après, la vie s'est instaurée pendant toute l'occupation. On a vécu pendant 4 ans. 4 ans, hein, qu'on a vécu à Port-Bail avec eux. Un jour, la mairie de Port-Bail me convoque pour couper des arbres. Les Allemands plantent ce qu'ils appellent les asperges de Rommel. Des poteaux en bois plantés dans les champs et les pâturages pour déchirer les ailes et empêcher les avions anglais d'atterrir. Certains sont assis surmontés de mines ou de grenades. On plante aussi des pieux d'arrêt sur la plage. Cela, c'est pour empêcher les bateaux de débarquer. Je viens avec ma hache, comme on me l'a demandé. Elle coupe mal, je galère. Je me fais engueuler par le chef allemand. Il me met même un coup de pied dans les fesses. Mon travail est tellement laborieux que je ne serai jamais reconvoqué. C'est tant mieux, car je travaille maintenant dans une boucherie à Denville. J'ai 14 ans, je suis heureux. Chaque jour, je peux porter des vivres à maman pour nourrir mes sœurs et mes frères. Les jours de repos, avec les copains, on joue au foot dans une pâture. Parfois, on va aussi traîner sur le port. Des cantines roulantes ont été installées en bordure de quai. On aime observer la distribution des repas aux soldats allemands. Ils font la queue, gamelle à la main, disciplinés. Un jour, un officier nous fait signe d'avancer. Il nous offre un repas. Des pâtes avec des petits bouts de viande. C'était bon. Ma vie d'adolescent est ainsi. Un jour, j'assiste, effrayé, à la mort de soldats qui explosent en posant des mines dans les dunes. Un jour, j'assiste, émerveillé, aux danses du sabre de soldats géorgiens sur la place du village. Pendant cette période d'occupation, l'histoire la plus étonnante se déroule un soir de 1942. Ce jour-là, des militaires arrivent en nombre à Port-Bail. Ils viennent écouter un discours d'Hitler diffusé sur des haut-parleurs installés spécialement sur la place du village. Peu rassurés par ces soldats en nombre, les habitants se sont enfermés chez eux. Nous aussi. À un moment donné, ma sœur Denise, elle descend l'escalier, puis elle me dit, Dédé, elle me dit, il y a des Allemands dans la cuisine. Alors, on descend tous les deux l'escalier, et on arrive à la cuisine, et qu'est-ce qu'on voit? 4-5 Allemands, dont un gradé. À l'époque, je ne savais pas, mais c'était un gradé. Et alors, ils avaient mis le chaudron de vaisselle à ma mère sur une table et vidé des bouteilles de cidre, du calvados, de l'apéritif qu'ils avaient trouvé, et ils se tapaient les trucs. Oh là là! Alors, ils ont bu un dernier verre, et puis ils sont partis. Alors ma sœur Denise a dit comme ça, et si on goûtait? Purée, on s'y est pris une cuite tous les deux. Ma mère était affolée. Mais on a réussi à monter l'escalier, on s'est couché, on n'a pas été malade du tout. Le 6 juin 1944, les Anglo-Américano-Canadiens débarquent sur 5 plages. 2 sont affectés aux Américains, Utah et Omaha, et les 3 autres aux Anglo-Canadiens, Juneau, Sword et Gold. Ça se passe relativement bien, avec l'exception quand même de Omaha Beach, qui va être surnommé après Omaha la sanglante. Bloody Omaha. Je travaillais, j'avais 14-15 ans à peu près.
J'étais à Delville, le bourg de Denonville. On apprend qu'il y avait eu un débarquement du côté de Sainte-Mère-Église. Et on voit des avions, c'était des chasseurs bombardiers, qui passaient et qui mitraillaient tout ce qu'ils voyaient. Un cheval avec une carriole, il mitraillait, il mettait tout en l'air. Port-Bail brûlait. Port-Bail était sous l'artillerie américaine et allemande, les deux. Alors, quand j'ai vu ça, moi, je m'inquiétais de ma mère, parce qu'elle était à 5 km de Denville, il y avait 5 km. Je suis parti à Port-Bail. J'avais traversé le front. Et j'avais été fait prisonnier par les Américains de l'autre côté. Ils nous avaient tiré dessus, d'ailleurs. Ils m'ont emmené, et comme je connaissais bien Port-Bail, ils m'ont donné un papier par lequel j'avais le droit de guider les Américains. J'étais soldat américain, si on veut. Français, enfin voici l'heure tant attendue. Nous remettons le pied sur le sol de la patrie. Il y a 4 ans, nous quittions la France, répondant à l'appel du général de Gaulle, abandonnant nos familles, décidés à ne pas déposer les armes avant la victoire. Nous rentrons aujourd'hui aux côtés de nos alliés, à la tête de troupes françaises. Debout, Français, aidez-nous, aidez nos alliés à abréger cette bataille, livrée pour sa libération sur le sol de notre patrie. 2 mois après le débarquement du 6 juin, la 2e DB débarque elle aussi à son tour. Leclerc débarque le 1er août, mais quand il débarque, les autorités américaines ne sont pas là. Donc on a quelques photos, quelques bouts de films, mais il est accueilli par personne. Et ça, évidemment, ça fait mauvais effet. Donc on refait le débarquement, où là, Leclerc est présenté au général Walker, qui va être précisément un de ses chefs, parce que Walker dépend de Patton. Leclerc est originaire de la région d'Amiens, c'est donc un Picard. Il a plus précisément un domaine qui lui a été donné par son père, et c'est le domaine de Tailly-l'Arbre à Mouche. Il s'appelait Philippe de Hautecloque. Il était militaire. Il avait fait l'école de guerre. Il se trouve à Lille quand la déroute de mai 40 arrive. Mon grand-père traverse toute la France, en gros, pour rejoindre sa femme autour du 30 juin dans le sud-ouest. Et il arrive le 25 juillet à Londres. Le 25 juillet, il se présente à De Gaulle. Il s'appelle Philippe de Hautecloque. Il a une carrière, donc De Gaulle le situe parfaitement. Et c'est un des rares hommes militaires qui rejoignent De Gaulle qui ait fait l'école de guerre, qui sont en plus majors de l'école de guerre. Donc c'est un point qui va compter énormément dans le choix que De Gaulle va faire. Il n'a pas tant d'offres que ça en personne, mais ça va être une des raisons pour lesquelles il va lui confier une mission extrêmement importante. De Gaulle lui montre la carte de l'Afrique équatoriale française, donc Cameroun, Gabon, voilà, et lui dit « et puis il y a ça ». Dans la tête de Gaulle, l'armée d'Afrique est quelque chose qui compte. L'empire colonial va être la base sur laquelle on pourra repartir et reconquérir la France et ramener la France dans le camp des vainqueurs. Nous sommes au début 1941. Leclerc vient avec d'autres de rallier l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire que cette Afrique équatoriale devient gaulliste et accrédite le général de Gaulle dans son désir de continuer la lutte au sein de ce qu'on appelle la France libre. Il décide d'aller prendre la citadelle italienne de Koufra, enfin assiégée par les Italiens de Koufra, qui est à la frontière entre le Tchad et la Libye. Le 1er mars 1941, il conquiert ce fort et le lendemain, lors de la montée aux couleurs, il s'adresse à ses soldats et il leur dit « Jurons tous maintenant de ne nous arrêter que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Pourquoi Strasbourg? Parce que c'est vraiment l'ultime territoire français. Une fois qu'on a conquis Strasbourg,
On a évacué l'humiliation de 1914, l'humiliation de 1940, et on est arrivé aux confins du territoire français. Donc on peut dire qu'on a réussi à reconquérir la France. C'est un serment extraordinaire pour quelqu'un qui est perdu dans le désert avec quelques soldats mal équipés, et avoir l'idée de conquérir Strasbourg en 1941, c'était dans l'esprit de personne, mais c'était dans l'esprit de Leclerc. Et ce serment va devenir l'objectif sacré, comme il disait. Ils parleront même d'obsession au fur et à mesure de leur recrutement au sein de la 2e DB, de tous ces soldats. Leclerc débarque donc à Utah Beach et à partir du 3-4 août, la division traverse un certain nombre de petits villages et un certain nombre de Normands, de Manchots, voit cette unité française et il s'engage dans la 2e DB. J'arrive au carrefour de Port-Bail et je vois un GMC et il parlait avec des gens du pays. Et puis il parlait français. Alors moi je m'approche et je dis, mais vous êtes Canadien? Mais non, il dit, on est Français, comme vous. Ah bon? Il dit, oui, on vient de débarquer, on fait partie de la 2e DB de Leclerc. Et ils me disent comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je dois partir en Angleterre pour avoir une formation de parachutisme. Il dit comme ça, mais viens avec nous. Ben, je dis, je peux pas, j'ai le papier américain. Alors, il dit comme ça, mais ça fait rien, il dit comme ça. On va s'occuper de la chose, parce que la 2e DB fait partie de la 3e armée à Patton. Alors, ça change pas. Ils m'ont pris mon nom, mais j'ai triché, parce que j'avais pas 18 ans. J'avais 17 ans. C'est quand même pas si évident de se dire, allez, je vois la 2e division blindée qui a débarqué ici, je vais m'engager. C'est quand même déjà la preuve d'une forte personnalité. Ces jeunes Normands qui s'engagent, qui pourtant n'ont aucune formation militaire, vont boucher les trous. On les prend parce qu'on n'est pas à plein effectif. Et je suis parti dans la 2e DB au 40e à Ranna. Le 40e Rana, c'est la simplification de 40e régiment d'artillerie nord-africain. On est parti à 5 de Port-Bail. 5 camarades d'école que je connaissais bien. Et en partant à pied pour aller du Puy à Barangbek, il y avait une dame qui vendait des fromages. Elle en avait encore un peu en réserve. Elle m'a donné 2 camemberts. Et je suis parti avec mes 2 camemberts faire la guerre. Sur les 5 qu'on est partis, il y en a 2 qui sont partis dans le génie. Ils ont choisi le génie. Et moi, comme je connaissais bien les blindés allemands, j'avais été 4 ans avec eux, on m'avait donné un livre pour reconnaître les chars allemands. Donc j'avais un Aftrac et j'avais mon canon de 57 anti-chars. Et sur le côté du canon, c'était marqué « œil pour œil, dent pour dent ». Il longe la côte ouest de la presqu'île du Cotentin et on se retrouve le 8 août 1944 dans le bas. La DB subit ses premières attaques allemandes. Elle poursuit pour atteindre le 10 Le Mans, le 12 Alençon, progresser au nord d'Alençon jusqu'au 15-16 août. Voilà, nous participons à la guerre grand modèle. Le pays est dévasté. C'est abominable. Que de morts, de blessés. Une odeur puante nous prend à la gorge. Quand on est parti sur Chambois, on est tombé dans une attaque allemande de nuit. On était en bivouac.
Ils nous sont tombés dessus, on avait mis les filets de camouflage sur les chars, tout dans un clos de pommier. Et les Allemands, ils n'avaient pas... C'est notre faute, ça. On n'avait pas vu qu'il y avait une petite rue, une chasse, on appelait ça une chasse, encaissée, derrière notre bivouac. Et quand il y avait des Allemands qui déboulaient pour venir se battre avec nous, au corps à corps, hein, on les mitraillait à bout portant. Ah, les combats en Normandie, oui, pour un baptême du feu, ça a été sanglant. Enfin, meurtrier. Meurtrier pour les hommes de Leclerc. Quand ça s'est calmé, qu'on a réussi à mettre un char ou deux en route pour se dégager, ça s'est arrêté. Et c'est là que j'ai appris que Louis Giffard, donc à des Sacles, Louis Giffard avait reçu une balle dans la jambe et qu'il avait été évacué sur l'Angleterre. Bah, il dit oui, ça commence bien. Bon. Et puis, après ça, on est rentré à Paris. On considère que le 19 août 1944, c'est la fin de la bataille de Normandie. Et là, Leclerc, il attend. Donc là, il piaffe, quand est-ce qu'on va me donner l'ordre de foncer sur Paris? Donc il faut absolument que Paris soit libéré par une unité française parce que ça permettra à De Gaulle d'asseoir son autorité de patron de la France libre et être reconnu comme tel à travers le monde. Le 22 au soir, Leclerc reçoit enfin l'ordre de foncer sur Paris. Paris est donc libéré le 25. Le matin, les Parisiens, ils sautent partout. C'était merveilleux. C'est incroyable. Incroyable. Des choses comme ça vous arrive qu'une fois dans votre vie. Ils nous embrassaient, ils nous tiraient par les pieds, par les jambes. Il y en a qui avaient des bouteilles de whisky. Nous, qu'on n'en buvait jamais. Ah ouais, c'était formidable. Hein. Oh là là. Le lendemain, samedi 26 août 1944, un grand défilé est prévu. Désiré et son 40e Rana sont une des unités qui rendent les honneurs. Devant le général de Gaulle, bien évidemment, Leclerc, Koenig et autres autorités sont présentes. De Gaulle va déposer sur la tombe du soldat inconnu 2 gerbes. Une gerbe de fleurs et une autre en forme de croix de Lorraine. Avec nos chars et nos blindés,
Nous sommes aux premières loges stationnées sur les trottoirs en bordure des Champs-Élysées. Nous sommes sales, épuisés, mais heureux. Nous avons libéré Paris. Mon copain, Claude Boisseau, un des 5 partis de Porte-Bail, ne peut pas participer au grand défilé. Il a été blessé dans les combats parisiens. La sœur de mon père, Nétine, qui habite Billancourt, me retrouve. C'est formidable, inoubliable. On me retire de mon half-track et on m'affecte au lieutenant, un obusier. J'apprends à connaître mon nouvel équipage. Le chef, Prigent. Le chauffeur, Rousseau. Et 3 camarades, Marius, Noël et Barbarou. Mon préféré, c'est Barbarou. Il est encore plus jeune que moi. Je vais rester avec eux jusqu'à la fin de la guerre. Paris libéré le 25, mais il y a quand même déjà des éléments qui, le 26, sont envoyés dans le nord de la banlieue parisienne parce qu'on craint une contre-attaque allemande. Quand on arrivait au Bourget, ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Et ça tirait aussi, hein. Et je me souviens qu'un petit jeune allemand qui est sorti, tout affolé, le pauvre. Il avait mon âge, à peu près. Alors, il pleurait, il crierait, il levait les mains. Et comme on avait déjà des morts, les copains, ils l'auraient bien... Alors, j'ai dit non, faut pas lui faire de mal. Faut pas lui faire de mal, alors les copains m'ont dit comme ça, bon, bah, d'accord, allez, on le fait prisonnier, on va te laisser. Jusqu'au 8 septembre, la 2e DB est dans Paris. Alors, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, Jardin des Plantes, enfin, des endroits bien spécifiques où, évidemment, les Leclerc sont à l'honneur. Hein. Et le 8 septembre, la division repart en direction de l'Est. Le 11 septembre 1944, notre groupe prend la direction de Troyes, Contrexeville, puis de Vittel. Notre lieutenant fonce. Le lendemain, à Dompierre, nous sommes sérieusement accrochés par les panzers. La 2e DB se retrouve face à une brigade allemande, nouvellement créée, matériel tout neuf, mais des hommes non aguerris, enfin pas suffisamment aguerris. La bataille est dure. Très très dure. Les Allemands perdent 500 hommes et 61 chars. Notre groupe, 43 hommes. 104 copains sont blessés. Avec l'appui de l'aviation américaine, les Leclerc gagnent la bataille de Dompierre. Il faut attendre fin octobre pour que, à nouveau, la 2e DB livre des combats. C'est la conquête de Baccarat qui a été menée par Leclerc quasiment sans tirer un coup de fusil. Il a contourné Baccarat, c'est connu sous le nom de menuet de Baccarat. Comme une chorégraphie très très bien réglée, tac, 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 tac. Et Leclerc rentre dans Baccarat et il visitera la cristallerie, bien évidemment. Et il boira dans des verres gravés avec les initiales de Göring. Le menuet de Baccarat, c'est la porte ouverte vers l'Alsace. Entre la Nationale 4 et les contreforts des Vosges, c'est la ruée sur Strasbourg. Nous, la 2e DB, on n'arrête jamais. Jamais. On avait tout juste le temps d'aller aux toilettes. Les hommes sont harassés de fatigue. Parce que Leclerc les talonne sans arrêt, foncez. Le 23 novembre, après une véritable charge, nous entrons enfin dans la ville. À 14h30, tout le groupe y est. Les casernes sont occupées par les Allemands qui détiennent les bonnes positions défensives. Nous perdons 5 chars, plusieurs half-track et jeeps. À 18h30, un immense drapeau bleu-blanc-rouge flotte à la flèche de la cathédrale. Strasbourg est enfin délivré. Les
troupes françaises rentrent dans Strasbourg le 23, le serment de Koufra est tenu. Nos couleurs, nos belles couleurs flottent sur la cathédrale de Strasbourg. Quand on pense au serment de Koufra, prononcé 3 ans et demi avant, en plein désert, et Leclerc dit adieu, maintenant on peut crever. La fierté du patron, la nôtre. Moi, le petit gars des Calouins, j'ai réalisé mon idéal. Je suis à l'autre extrémité de la France, à Strasbourg, libéré. Après la cérémonie, fatigué à l'extrême, à la gare, je rentre dans un wagon en bois. Les copains me cherchent et me retrouvent là, endormi. J'imagine très très bien hein, qu'une fois que le serment de Koufra est tenu, que le drapeau flotte sur la cathédrale de Strasbourg, même si mon grand-père a tenu à aller jusqu'en Allemagne, jusqu'au Nidec, parce qu'il ne fallait pas s'arrêter là, mais quand même, le serment était accompli. Alors oui, certainement une chute de tension est arrivée chez les jeunes et les moins jeunes en disant bah, « ça y est, on est arrivé, on a fait ce qu'on a dit ». 23 novembre 1944, Strasbourg est libéré. La campagne d'Alsace ne fait que commencer. Début février 1945, Désiré et Verneuf-Brisac, en position, ils sont repérés et les blessés. Il me tombe un obus juste à côté de moi. J'ai eu le poumon perforé. J'ai été blessé au bras, au genou. Et puis j'ai été évacué. Dans cette division, il y aura en permanence une 50aine de femmes au sein de la DB, une 40aine qu'on connaît mieux sous le nom de Rochambelle et une 10aine qu'on connaît mieux sous le nom de Marinette. Ces femmes sont surtout des ambulancières, ça veut dire qu'elles allaient chercher les blessés, sauf que les blessés ou les morts, ils ne sont pas derrière, ils sont devant. Donc ces femmes, elles ont su émouvoir, c'est peut-être pas le terme, mais impressionner ces soldats. Et ils ont toujours eu un profond respect pour ces femmes. J'ai été opéré à Baccarat. Et puis après ça, je suis parti à Épinal, dans les Vosges. Désiré, qui lui est blessé début février 1945, ne va pas connaître cette période de repos de la division de mi-février 1945 à fin avril 1945 dans la région de Châteauroux, parce qu'il est blessé, donc il est en soins. Rétabli, après quelques jours à Port-Bail, il me faut y retourner. La guerre n'est pas finie. Je repasse par Paris et en profite pour revoir ma tante Nétine. Je retrouve une partie des copains de la 2e DB à la gare d'Austerlitz. Ils ont pu profiter de quelques jours de permission dans la capitale. Le train nous emmène jusqu'à Mézières-en-Benne, près de Châteauroux. Là, je réintègre enfin mon unité et mon lieutenant. Leclerc piaffe d'impatience parce qu'il voudrait finir la guerre en Allemagne. Donc il recevra enfin l'ordre, fin avril 1945, de repartir en Allemagne. Nous traversons des villages. Des drapeaux blancs pendent aux fenêtres. Ce sont les mêmes qu'en France, il y a quelques années de ça. Nous nous dirigeons vers Munich. Et là... On est arrivé à Dachau, devant le camp de concentration. On était dans les premiers. Et il y avait des pauvres gars, là. Ils étaient accrochés. Il y en a qui étaient libérés. Alors, on nous a défendu de descendre en attendant les secours, parce qu'il y avait le typhus. Alors, on leur jetait des chewing-gums, des chocolats, par-dessus le truc, comme ça. Et on voyait, au loin, dans le terrain, on voyait des trucs informants. On ne sait pas ce que c'était. C'était des cadavres, certainement. Quand les Leclerc arrivent à Dachau, ils n'ont pas de mots. C'est l'enfer sur terre. Dachau, donc, certains Leclerc le découvrent, mais Leclerc lui-même visitera le camp.
Et là, on est sans voix. Qu'est-ce qu'il faut dire devant l'horreur suprême? Est arrivée une colonne sanitaire avec des Américains, des Français, des docteurs, la Croix-Rouge, il y en avait. Alors, on nous a dit, allez, dégagez maintenant. On est parti à une quinzaine de kilomètres. Nous logeons chez l'habitant. Nous sommes bien considérés. De temps à autre, on va même au café. Et pas besoin de payer. Ce sont les clients allemands qui nous payent notre bière. Mais la guerre n'est toujours pas finie. Nous reprenons la route et à 150 km de là, notre épopée se termine à la maison d'Hitler. Le 4 mai 1945, nous entrons à Berchtesgaden. Berchtesgaden, il faut savoir que c'est le Berlin bis. À Berlin, Adolf Hitler dirigeait les affaires de l'Allemagne. Mais il avait acquis dans les années 20 un petit chalet, l'Obersalzberg, c'est-à-dire un plateau au-dessus de Berchtesgaden. Quand il est arrivé au pouvoir, il a réquisitionné tout l'Obersalzberg et c'est devenu un Berlin bis. Donc il pouvait diriger les affaires de l'Allemagne aussi bien depuis Berlin que de Berchtesgaden. Nous sommes le 4 mai 1945, donc ces éléments de Leclerc se dirigent vers Berchtesgaden et ils y arrivent vers 16h15. Pas de chance, il y a déjà des Américains qui sont arrivés en gros 20 minutes avant. Mais les Américains restent là et les Français continuent leur montée vers l'Obersalzberg, là où Hitler a son chalet, le Berghof. Et puis on avait trouvé un drapeau, un grand drapeau français, qu'on avait mis devant. Sur le Berghof, donc je rappelle le chalet d'Hitler, il y a bien eu un drapeau tricolore, mais qui n'était pas un drapeau français, qui était un drapeau néerlandais. Nous, on a 3 bandes verticales. Le drapeau néerlandais, il a 3 bandes horizontales. Donc, dans un premier temps, ils ont verticalisé ce drapeau néerlandais et on avait l'impression de voir un drapeau bleu, blanc, rouge. Le lendemain, 5 mai, Leclerc vient aussi à l'Obersalzberg et il dit « Je veux qu'un drapeau français soit planté sur la Kelsteinhaus, qui surplombe tout ça. » Et ça sera chose faite vers 17h le 5 mai. Quand les Américains ils ont vu qu'on était là-bas les premiers, ça leur plaisait pas. Hein. Ça leur plaisait pas, les Américains. C'était que eux qui voulaient dire que c'est pas vrai. C'est les Français. Les premiers à Berchtesgaden même, ce sont bien des soldats américains. Les premiers à l'Obersalzberg, ce sont bien des soldats français. Et ceux qui plantent un drapeau français à la Kelsteinhaus, ce sont des Français. La guerre est gagnée. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Mardi 8 mai 1945, la guerre est finie. La deuxième DB est encore en Allemagne, bien sûr. Elle va y rester jusqu'à fin mai et ensuite elle revient en France. Le 19 mai 1945, le général de Gaulle vient voir la deuxième DB. La guerre dans le Pacifique n'étant pas finie, Leclerc se voit confier la constitution d'un corps expéditionnaire pour retourner en Indochine et libérer l'Indochine de l'emprise japonaise. Le 22 juin 1945, à l'hippodrome de la Solle à Fontainebleau, il remet le commandement de sa division à Diot. Et Diot, c'est un de ceux qui l'ont rallié les tout premiers en août 1940. Officiers, sous-officiers, soldats de la 2e division blindée, aujourd'hui, je viens vous faire mes adieux. Je vous quitte, mais je ne quitterai pas l'insigne de votre division. Je le conserverai, ce sera ma plus belle décoration. J'étais prêt à partir, moi. Ils nous ont proposé, ils disent, voilà, la guerre est finie, si vous voulez rengager, je vous prends tout de suite, sinon,
vous êtes repatriable, vous êtes libérable. Alors, il y avait Louis Giffard, celui qui avait été en Angleterre, blessé à la jambe, là. Et il me dit, on va se trouver séparés tous les deux. Ah ben, je dis oui. Je me dis, bon, au début, on voulait bien y aller en Indochine. Mais après, il y a celui qui était le secrétaire, il dit, non, allez pas vous foutre là-dedans. Il dit, non, vous en avez fait assez comme ça. Alors, après, je suis parti à Port-Bail. Et à Port-Bail, j'avais déjà des décorations. Il y en a qui avaient fait la guerre des 18, les anciens, là. Eh ben, ils voulaient pas nous voir. Hein. Ils disaient qu'on était des gamins. Oui, ils voulaient pas nous voir. Même pas au banquet, ils voulaient pas voir. Les anciens. Quand vous sentirez votre énergie fléchir, rappelez-vous, coup froid, Alençon, Paris, Strasbourg. Lorsque je suis rendu à la vie civile à Port-Bail, le 24 décembre 1945, j'ai 19 ans. Je suis blessé de guerre, médaillé de la Croix de guerre, de la Croix du combattant, de la Croix du combattant volontaire, de la Presidential Unit Citation, et je suis sans travail. Mais je suis bien décidé à prendre ma vie en main. La vie qui m'appartient maintenant, et sans risque. Souvenirs de famille. Là, c'était à Port-Bail, ça. Et là aussi. J'ai fait 7 ans avec Géry, bien sûr. Et c'est là que je me suis marié. J'ai trouvé mon épouse. Encore, je commandais une brigade de haute montagne. La brigade des Patinelles. C'était merveilleux. Fallait voir ça, fallait voir ça. J'ai terminé à Choisy-au-Bac. Ah, c'est toute une histoire. C'est pour ça que je disais toujours, j'ai de quoi faire un film.
venez d'assister à la projection du Gars des Calouins, un film d'Olivier Felibiolette. Comment vous est venue l'idée de ce film? Alors, le Gars des Calouins, en fait, il faut savoir que je suis originaire d'un village moi, qui s'appelle Choisy-au-Bac, qui est à côté de Compiègne. Et en décembre 2021, je vais passer Noël chez mes parents et j'en profite pour aller saluer un voisin, Désiré Le Fauconnier. On parle de plein de choses. Voilà, Désiré, c'est un monsieur qui a 95 ans, qui a beaucoup d'humour. Et pendant cet échange qu'on a, à un moment donné, on en vient à parler d'actualité. Et si on se reporte à décembre 2021, les tensions commencent à être fortes entre l'Ukraine et la Russie. Et à ce moment-là, Désiré, qui est vraiment quelqu'un de joyeux, vraiment son visage change, se marque, il me regarde et me dit « Olivier, c'est pas possible que ça recommence ». Et là, il se reporte à ses 17 ans, quand il s'engage dans la 2e division blindée du général Leclerc, et il me raconte sa guerre à lui. Quand je sors de chez lui, je me dis, ce témoignage, il faut le garder. À ce moment-là, je n'ai pas encore l'intention d'en faire un film, mais de garder cette mémoire. Et il se trouve que 2 mois après, je venais tourner des images pour un autre film documentaire à proximité de Choisy-au-Bac. Du coup, on a organisé le tournage pour venir le filmer. Et quand j'ai parlé de ce tournage à des personnes, et notamment des gens qui font de la reconstitution, notamment de la 2e DB, quand j'aurais dit, vous savez, j'ai interviewé un ancien, ils m'ont dit, ah, bah, écoute, c'est formidable, il n'y en a plus beaucoup d'anciens, est-ce qu'on peut venir lui rendre un petit hommage? Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il venait avec une Jeep, en uniforme, il venait à 2, et le soir, Sylvain, qui est le reconstituteur, m'appelle, il me dit, tu sais, Olivier, finalement, on va peut-être venir à 2-3 Jeeps. Donc on sera 4-5, parce que les copains voudraient venir. Ok. Au bout d'une semaine, ils étaient 30, avec 10 véhicules, dont des blindés et un porte-char. Alors là, c'était plus la même histoire. Donc j'en parle à Jean-Luc Minière, qui est le maire du village, et Jean-Luc me dit, écoute, on peut accueillir le tournage à la mairie. En plus, on a un beau parc, etc. Pour les véhicules, ça sera parfait. L'interview, je décide qu'elle sera 1 heure, parce qu'à 95 ans, il fatigue vite. L'interview va faire 1h15. Et à l'issue de cette interview, il n'est pas au courant de ce qui se trame dehors. Donc son fils va le voir et lui dit « Papa, il y a une surprise pour toi dehors ». Et quand il sort, en fait, sa réaction, bah, c'est celle que vous voyez, les premières images du film. Voilà. Il ne connaît pas du tout les personnes qui sont face à lui. Il ne sait même pas qu'elles viennent lui rendre un hommage. Et sa réaction est formidable, puisqu'il se remet à ses 17 ans, parce que ses premiers mots, c'est « Salut les anciens, salut le 40e ». Voilà. Et il va passer comme ça une demi-heure dehors avec les reconstituteurs, et il va pas arrêter de dire « C'est formidable, mais quel cadeau, merci, merci, merci ». Monsieur. Merci, merci. Bonjour les 40e. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous accompagnez? Allez. On va vous accompagner. On a quelque chose à vous faire voir. Ah bah, en effet. Quel souvenir. Allons. C'est merveilleux ce que vous avez fait. C'est vous qui êtes merveilleux. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc ça, c'est la première partie, en fait, c'est des images conservatoires que je décide de faire, mais il n'y a pas encore l'intention d'un film à ce moment-là. Justement, l'intention du film est venue à quel moment alors? Il se trouve qu'un jour, je suis au Fort d'Ivry, là où il y a les archives militaires, et je fais des recherches pour un autre film. Et à cette occasion, je parle avec un archiviste de cette interview que j'ai faite de Désiré. Et l'archiviste sourit, il me dit, bah, écoute, pas de hasard, face à toi, regarde le monsieur qui est en train de travailler, c'est Alain Aymard, le grand spécialiste de la 2e division blindée et du général Leclerc. Donc je vais voir Alain Aymard, je lui raconte l'histoire de Désiré, cette interview qu'on a faite, et là, Alain, passionné, comme c'est vrai, ça fait 45 ans qu'il travaille sur l'histoire de la 2e DB, me sort des photos, me montre des choses, je parle de l'obusier sur lequel était Désiré, le maréchal Lyoté, il me sort des photos de l'obusier du maréchal Lyoté, il me montre des images, et là je me dis, il y a un film à faire. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Alain, il m'a raconté l'histoire de la 2e DB, je connaissais un peu l'histoire, mais finalement je la méconnaissais. Je suis allé rencontrer aussi la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, donc le général Michel, qui m'a aussi parlé, qui m'a raconté cette épopée. Je vais rencontrer les petits-enfants du général Leclerc, qui me racontent aussi l'histoire de leur grand-père. Et je pousse encore, et là on pousse toujours un peu plus, puisque Désiré me raconte son histoire, c'est quand même l'histoire de Désiré, et l'histoire de cet homme part de Port-Bail.
cette petite commune, ce petit village de bord de mer qui est dans le Cotentin. Et donc je vais aussi sur place, à Port-Bail, et là je rencontre le maire qui me raconte l'histoire de la commune, je rencontre aussi des gens qui l'ont connu. Voilà, et c'est tout un travail comme ça qu'on va mener pendant plusieurs mois, de recherche qui vont nous permettre d'aboutir finalement à ce film qui raconte l'histoire de Désiré. Et il y avait un écueil sur ce film, hein, et on est tombé dedans d'ailleurs au montage, c'était de bien raconter l'histoire de Désiré et pas l'histoire de la 2e division blindée ou celle du général Leclerc. Français, enfin voici l'heure tant attendue. Et quelles ont été vos autres intentions de réalisateur en signant Le Gars des Calouins? J'avais 2 intentions fortes. La première, c'est que ça soit pédagogique, que ça s'adresse au plus grand nombre. Mon public cible, c'était le public de 3e, donc des jeunes de 15 ans. L'idée, il fallait qu'ils comprennent l'histoire simplement. De fait, j'ai pas raconté toute l'histoire de la 2e DB, c'était pas possible. Donc le film fait 47 minutes. Il y a des passages, par exemple la libération de la poche de Royan. Je l'avais monté, je l'ai retiré parce qu'on se perdait un peu dans le montage. Effectivement, les puristes vont dire ah bah oui, mais là il manque telle chose, telle chose, telle chose. Mais voilà, il fallait que je m'adresse aux plus jeunes. Et la 2e intention, c'était de garder cette légèreté avec laquelle Désiré racontait l'histoire, parce qu'il met de l'humour dedans. Alors, il met aussi de l'émotion, mais il fallait que je le garde. Donc ça, c'est une technique de montage. Et donc, là, c'est une rencontre aussi avec Anthony Bellagamba, qui est le monteur du film, qui travaille sur à la fois des films de fiction, mais aussi sur des séries, et qui a ce sens du rythme qui nous a permis de garder cette légèreté. Mais aussi, ce travail de légèreté passe aussi par la musique qui accompagne le film. Il y avait une dame qui vendait des fromages. Elle m'a donné 2 camemberts. Et je suis parti avec mes 2 camemberts faire la guerre. J'ai triché, parce que j'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans. Il me tombe un obus juste à côté de moi. J'ai été évacué. Les hommes sont harassés de fatigue, parce que Leclerc les talonne sans arrêt, foncez, 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 foncez. On avait tout juste le temps d'aller aux toilettes. Qu'a pensé Désiré du film terminé? En fait, il était convenu qu'on allait lui montrer le film une semaine avant la sortie en salle, donc l'avant-première à Compiègne. Et malheureusement, Désiré est décédé 3 semaines avant qu'on lui montre. Donc Désiré n'a pas vu le film. Quand on a reçu le message, quand j'ai reçu le message le matin de son fils, c'était assez bouleversant parce qu'on se disait mais non, mais c'est pas possible, il n'a pas attendu. Pourquoi il n'a pas attendu de voir ce film? Et j'ai appelé l'équipe, tout le monde était catastrophé de ne pas avoir pu lui faire ce plaisir de lui montrer ce film dont il était très très fier parce qu'il en parlait tous les jours, vraiment tous les jours à la maison de repos il était. Mais le film a été projeté quand même à la maison de repos où il était. Oui, en fait, il y a une haie d'honneur qui a été faite quand il est parti de la maison de repos. Et à ce moment-là, son fils a dit « On viendra vous montrer le film ». Donc on a tenu promesse. Et pendant la diffusion du film, on a eu un cadeau, vraiment de projection. Je me mets toujours au fond de la salle quand je regarde un film. Je reste avec le public. Et à un moment donné, au moment de la libération de Paris, j'entends un écho dans la salle. Donc là, je vais devant pour regarder ces 60 résidents qui étaient en train de chanter le chant des partisans. Et c'est vraiment un moment merveilleux de voir ces gens qui ont chanté tous ensemble ce chant des partisans. C'était un bel hommage finalement fait à Désiré. Alors pourquoi cette volonté de faire un film pédagogique? Je me suis dit que Désiré, qui raconte son épopée avec beaucoup de légèreté, avec de l'humour aussi, peut toucher les jeunes. Parce que, pour moi, faire des films sur la guerre, c'est pas faire des films pour la guerre, c'est faire des films pour la paix. Voilà, pour pas que ça recommence, pour pas que ça se reproduise. Et j'ai une grande ambition, c'est un jour, c'est avec ces films, alors ça peut être Le Gars des Calouins, mais c'est aussi, ça peut être un autre, c'est de le partager avec des élèves à la fois français, allemands, polonais, de diverses nationalités, pour qu'ils puissent partager ensemble et parler de ce maintien de la paix. Pensez-vous que ça éveille les consciences quand le film est projeté dans les établissements scolaires? Quand je fais des films idées, effectivement, c'est de toucher les gens par des émotions. Effectivement, mon cinéma documentaire n'est pas académique. C'est-à-dire que j'aime raconter des histoires en mettant des émotions.
Et là où je suis content, c'est quand j'ai des réactions du public. Et la première réaction dont je peux vous parler, c'est à l'avant-première. La première qu'on fait à Compiègne, une amie vient avec sa fille, vient avec Jeanne, qui a 12 ans. Et l'amie me raconte le lendemain, elle me dit, tu sais, quand tout le monde s'est levé dans la salle, Jeanne me regarde et me dit, maman, je ne savais pas qu'on pouvait rire pendant la guerre. Je dis, bah oui, t'as vu, il y avait des moments, effectivement, où il riait. Et après, elle la regarde sérieusement, puis elle dit, mais maman, c'est quoi Dachau? Donc là, elle dit, sur le chemin du retour, je lui ai expliqué des choses. Jeanne, 12 ans, m'appelle quelques jours après et me dit, Olivier, je vais en Alsace voir mes arrière-grands-parents pour Noël, est-ce que je pourrais me montrer ton film? Je dis, bah, bien évidemment. Donc je lui envoie le lien vers le film, et quelques jours après, sa mère m'appelle et me dit, écoute, il s'est passé quelque chose de formidable, mes grands-parents n'ont jamais parlé de la guerre. Sujet tabou. Et Jeanne, avec cette même naïveté, leur dit à la fin, quand ils regardent le film ensemble, vous avez vu, on pouvait rire pendant la guerre. Et là, ils lui disent, ben oui, on pouvait rire pendant la guerre, effectivement. Il y a eu des moments dramatiques, mais il y a des moments aussi, des bons moments. Et là, ils lui ont parlé de la guerre. Ils lui ont raconté ce qu'ils avaient vécu. Et je vois Jeanne, quelques jours après, qui vient vers moi toute heureuse et me dit, donc me raconte cette histoire, elle me dit, ah, ils m'ont parlé de la guerre, etc., mes arrière-grands-parents. Elle me dit, tu sais ce que je vais faire? Je dis non. Elle dit, bah écoute, je vais faire un exposé à l'école sur l'histoire de mes arrière-grands-parents. Voilà. Et là, je me dis, voilà, là j'ai réussi. Là, j'ai éveillé une conscience. On a raconté des histoires, on est porteur, on est vecteur de ces histoires. Et là, j'ai une jeune fille qui s'approprie finalement, à travers ce film, qui est finalement un canal, mais s'approprie sa propre histoire de sa famille. Et là, on a réussi.